sommaire de ce journal, zone de libre-échange, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest a reçu les auteurs du livre Faire de la ZLECAf un succès, voix et appel à l'action. Le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a inauguré le centre commercial d'Adjamé, Farigou Soumaoro. Autonomisation des personnes vivant avec un handicap. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et la Fédération des associations des personnes handicapées ainsi que l'ONG Side Savers s'activent. Et puis, match de l'Alsacie, Sounou s'impose 3-2 face à Ligoué. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition au Cameroun. La 13e édition des petits déjeuners du C2D, entendez contrat de désendettement et de développement sur le thème la contribution du C2D au projet d'appui au développement du Musée national du Cameroun. Ce point de presse s'est tenu dans l'enceinte du musée, cible principale du projet d'appui visant à renforcer les capacités de l'ancien palais présidentiel grâce à une assistance technique internationale et à rénover ses infrastructures. Le film de l'événement avec Arnold Undal et Jonathan Messi. Lancé en 2019, le projet d'appui au développement du Musée national du Cameroun étale au grand jour ses réalisations à l'occasion de cette 13e édition des petits déjeuners du C2D, mais aussi les perspectives à venir. Après le mot introductif de la coordonnatrice du programme, parole a été donnée au coordonnateur du musée afin de faire le point sur l'avancée du projet. Le C2D a contribué à électrifier le musée national, pas seulement des réserves, et même au-delà des réserves du musée national. Le C2D a permis au personnel du musée national de monter en compétences. Parce qu'on habite dans un musée où il n'y avait pas de personnel qualifié, le personnel qui est formé sur le cadre, ils sont montés en compétences. Le C2D a permis, sur le plan concret aussi, de moderniser la réserve. Une séance de questions et réponses aura précédé la visite guidée du musée, laquelle visite permettait de palper du doigt les réalisations du partenariat Musée national C2D. Penser aux perspectives de la seconde phase. Dans cette perspective de la seconde phase, un des premiers points d'abord, ce sera réaliser toutes les préconisations, toutes les recommandations de la première phase, finaliser les projets commencés. C'est le cas par exemple de la boiserie qu'il faut finir, c'est le cas par exemple de la finalisation du mobilier des réserves, au niveau des réserves. En termes de réalisation plus concrète, on pensera à une salle pilote pour les restitutions des biens culturels. Vous savez que l'État du Cameroun vient de se lancer d'un vaste programme de reconstruction de sa mémoire collective à travers le rapatriement. Il faudra que le musée national soit prêt à accueillir certains objets. Il faudra moderniser une salle pilote du musée national et arranger sur le hall d'accueil pour davantage conforter les Camerounais dans leur camerounalité. Il est la question, chaque fois qu'on entre dans le hall d'entrée du musée national, qu'on se sente véritablement au Cameroun. Les résultats sont appréciés des participants qui ne manquent pas de dire leur satisfaction. On sait tous que le musée national est l'ancien palais présidentiel et qu'au fil du temps, ça commençait déjà à tomber pratiquement en ruine. Il était donc important à un moment donné qu'il y ait du sang neuf, il y ait une sorte de rénovation de cet élément important pour notre histoire. Le C2D a énormément contribué à la modernisation du musée national. On a un espace un peu plus agréable pour accueillir les visiteurs, mais surtout ils ont beaucoup travaillé au niveau des conditions de conservation et d'entretien des différentes pièces muséales. Aujourd'hui, on a un musée qui est capable d'accueillir et de fournir des services de qualité à l'ensemble du public. Avec un brin d'humour, la coordonnatrice du C2D se félicite de la position qu'occupe le Musée national du Cameroun à l'échelle africaine. Bon, très bien. Moi, j'ai un seul mot pour les gardiens de l'information, les passeurs des récits. Ce que moi j'ai retenu, c'est que le musée national est le meilleur musée en Afrique centrale. Ce n'est pas de moi, c'est de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de zone de libre-échange.
La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest a reçu les auteurs du livre Faire de la ZLECAf un succès, voit un appel à l'action. Il s'agissait pour la BRVM de permettre aux acteurs de présenter cet ouvrage, fruit d'une collaboration forte avec une vingtaine d'intellectuels africains. La présentation a été suivie d'échanges pour mieux comprendre les solutions proposées, nous disent Konina Norgo et Setekissi. Faire de la ZLECAf un succès, voit un appel à l'action. C'est le nouveau livre qui ouvre les débats sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Présenté ce mardi 3 décembre 2024 à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM à Abidjan, cet ouvrage de 300 pages a été coécrit par 3 éminents économistes et hauts fonctionnaires de la Banque mondiale. Dans les 13 chapitres du livre, les co-auteurs Fulbert Zefak, Fulbert Chana et Alissano adhèrent à l'initiative de la ZLECAf et proposent même des solutions de sa réussite à travers les 3D, la démographie, la digitalisation et la diversification du commerce et de l'économie. C'est une contribution. En tant que contribution, le livre ce ne sont pas des acteurs, ce sont des propositions. Et ça va contribuer grandement à au moins 2 choses. La première, c'est qu'il faut faire en sorte que la ZLECAf sorte du domaine des experts. À l'instar de la BRVM, ce livre encourage l'intégration africaine à travers la promotion de la zone de libre-échange. Pour le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est donc tout naturel d'accueillir cette présentation et de soutenir les auteurs à travers l'achat et la distribution de 10 livres au cadre de l'institution. Et on peut effectivement, sur la base de cette expérience, dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'évoquer des questions de perte de souveraineté jusqu'à penser à des fédérations où des pays perdent leurs pouvoirs nationaux. Mais on peut trouver des mécanismes de coopération qui favorisent le commerce, la mobilisation des capitaux. Et je crois que c'est cet exemple-là que la ZLECAf aujourd'hui est en train de démontrer sur notre continent. L'ouvrage est pour le moment disponible sur Amazon en version anglaise au prix de 30 000 francs CFA. Le centre commercial d'Adjamé a été inauguré par le ministre du Commerce Souleymane Diarra-Souba. Ce centre moderne qui porte le nom du maire de cette commune, Farikou Soumaoro, est une étape importante dans le développement économique et dans le cadre du développement de la modernisation du commerce intérieur en Côte d'Ivoire. Alan Itoua et Ezekiel Siri pour les détails. Dans le but de transformer positivement la commune d'Adjamé, le gouvernement ivoirien a déboursé 3,8 milliards de francs CFA pour mettre sur pied le centre commercial Farikou Soumaoro d'Adjamé. Bâti sur une superficie de 1668 mètres carrés, ce nouveau centre commercial représente une infrastructure constituée d'un rez-de-chaussée et plus de 4 étages. La cérémonie qui nous réunit ce jour consiste, comme je l'ai rappelé, en l'inauguration du centre commercial Farikou Soumaoro, qui s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État et est l'aboutissement d'un travail d'équipe, d'un travail collectif. Elle résulte de la volonté, de l'engagement et du travail acharné de toutes les autorités qui ont pris la parole devant moi, dont le député maire et du consortium BT Construction et BK Construction. Bâti sur une superficie de 1668 mètres carrés, le nouveau centre commercial représente une infrastructure constituée, comme cela a été rappelé, d'un rez-de-chaussée et de plus de 4 étages et va accueillir plus de 600 commerçants. Le maire de cette commune, Farikou Soumaoro, soulagé de voir enfin cet immeuble qui porte son nom, affirme que ce cadre agréable s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Ce centre commercial est bien plus qu'une infrastructure. Il est le symbole de la vitalité de notre secteur privé et du dynamisme des artisans, commerçants et entrepreneurs. En offrant un espace moderne et structuré pour le commerce
il répond à des besoins essentiels. La création d'emplois pour nos jeunes, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration des conditions de travail des commerçants, contribuant ainsi à une économie plus résiliente et équitable. Ces commerçantes, heureuses de leur bâtiment, affirment également que c'est le tout premier depuis qu'elles sont dans ce marché. Je suis heureux, je suis content parce que ce centre commercial-là, vraiment, on attendait avec la joie dans notre cœur. Ils ont qu'à continuer les activités pour pas qu'ils vont se décourager. Je suis heureuse, on fait ça propre, on va balayer et on arrange le coin, le quartier. Cet espace n'est pas seulement un lieu de commerce, mais avant tout un projet d'envergure qui vise à améliorer le bien-être quotidien des populations et va créer des emplois directs et indirects pour les jeunes, les femmes et les commerçants locaux. Comment parvenir à l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap, surtout sa frange jeune? La question était au cœur d'un atelier de 2 jours initié par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et la Fédération des associations des personnes handicapées, aidées pour la circonstance par l'ONG Said Savers. Issa Badini nous dit davantage. Au-delà de l'handicap physique, moteur ou autre, les personnes vivant avec un handicap souffrent très souvent d'autres handicaps, cette fois imposés par la société. L'un d'eux est l'exclusion professionnelle. Cet atelier initié par le groupe de travail rassemblant la COPSI et la FACI vise justement à rectifier les tirs. L'objectif ici, justement, était de passer en revue les services et produits de l'Agence Emploi Jeunes, qui est en charge de la politique de l'emploi de la jeunesse en Côte d'Ivoire, afin de voir dans quelle mesure il était possible de faire un état des lieux de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon dans le cadre de ces services de l'Agence Emploi Jeunes. Et puis, à partir de cet état des lieux, proposer des alternatives et faire des recommandations d'autorité pour que la question de handicap soit beaucoup plus prise en compte dans le cadre de la mission de l'Agence Emploi Jeunes. Un atelier appuyé ici par des organismes étatiques preuve que tout le monde est d'accord pour que les choses changent de ce côté-ci. Nous avons, après tous les travaux, décidé de proposer à nos différentes hiérarchies la prise en compte d'un programme spécial spécifique mis en œuvre pour les personnes en situation de handicap en fonction de toutes leurs spécificités. Et nous partons rassurés, en tout cas en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, que leurs préoccupations sont prises en compte par l'Agence Emploi Jeunes. Selon le recensement général des populations de 2021, ils sont environ 500 000 les personnes vivant avec un handicap en Côte d'Ivoire. Et seulement 6 500 parmi eux ont un travail formel. Démarré ainsi, cet atelier referme ses portes dans 48 heures. D'ici là, les participants insisteront sur l'identification des lacunes dans les dispositifs existants de l'Agence Emploi Jeunes en matière d'inclusion des jeunes handicapés et proposeront des solutions pour y remédier. Ouvrons à présent un chapitre dédié à la santé. Renforcer la lutte contre le paludisme grâce au leadership. 42 gestionnaires des programmes nationaux de lutte contre le paludisme issus de 6 pays africains ont achevé une formation de haut niveau en gestion et gouvernance. La cérémonie de remise des attestations s'est tenue à l'INSP, une initiative tripartite entre Strathmore Business School du Kenya, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. Aïssata Kone. 42 hauts dirigeants et cadres des programmes de lutte contre le paludisme, PNLP, venus de 6 pays africains dont le Bénin et la Côte d'Ivoire, reçoivent des diplômes de fin de formation après un dense programme en leadership, gestion et gouvernance LMG de 3 mois initié par la Strathmore Business School basée au Kenya, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, vendredi 29 novembre à l'INSP, Institut national de la santé publique. À l'issue donc de cette formation, nous venons donc ici d'avoir nos capacités renforcées en leadership.
Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est rudiment pour pouvoir implémenter le changement. Professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé représentant le ministre de tutelle, a exhorté les bénéficiaires à améliorer les indicateurs de santé VIH, santé mère-enfant et paludisme par la mise en pratique rigoureuse des compétences acquises dans un langage franc et direct. Mais vous devez être conscient que vous êtes maintenant les ambassadeurs de cette formation. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. Vous, tous ici présents, dans vos différentes disciplines, dans vos différentes régions, dans vos différents districts, vous devez faire la différence. Car on vous a donné les moyens et les outils de la différence. Cette première cohorte a enregistré 35 Ivoiriens, une satisfaction pour le directeur général de l'INSP. Il importe que ces infrastructures-là soient animées par des personnes qui sont outillées en matière de leadership, de management et de gouvernance pour pouvoir avoir un effet durable et sensible en matière d'amélioration des indicateurs de santé. Un programme qui marque un pas significatif vers des systèmes de santé performants et autonomes en Afrique. Le 1er décembre, chaque année est déclarée Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une journée que l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, a mis à profit pour mettre un accent sur les stigmatisations que peuvent subir les patients. Le tout sur le thème « Zéro discrimination ». Protéger la santé, c'est protéger les droits humains. Le compte rendu de Issa Badini et Ezekiel Siri. C'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et quoi de plus normal que de maintenir la veille, surtout que le serpent, sinon le virus, n'est pas encore mort. D'où cette conférence donnée par le Programme national de lutte contre le VIH-Sida à l'intention de ses futurs agents de santé. Et cette fois, l'accent est mis sur le droit des patients, avec pour slogan « Zéro discrimination, protéger la santé, c'est protéger les droits humains ». Le thème de l'année, c'est « Suivons le chemin du droit ». Si on suit le chemin du droit, évidemment qu'on va lutter contre la stigmatisation et la discrimination, qui sont des freins qu'on appelle à l'accès au traitement pour les personnes vivant le VIH, des freins au dépistage pour les populations même générales, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être discriminé ne va pas aller faire son test de dépistage. Oui. La discrimination, sinon le rejet, cette dame l'a connue. Elle qui est déclarée séropositive depuis 2008. Autour de moi, tout le monde m'a rejeté. Même mon mari m'a chassé. Il a mis mes bagages au dehors. Et il allait dire à tous les gens du quartier que j'ai le sida. Mais je ne me suis pas découragée. Quand je suis venue au CHUO, on m'a détecté que j'avais le VIH. J'ai demandé à le docteur. Il a dit, est-ce que si je prends mes médicaments, je peux m'en sortir? Il m'a dit, prends tes médicaments. Tant que tu prends tes médicaments, tu vas t'en sortir. En ce moment, quand je fais 2 pas, je m'assois. Mais j'ai plus le courage. Je suis venue. La sage-femme m'a envoyé au CHU. En ce moment, elle m'a posé la question. Elle dit, tous les examens que je vais te faire, est-ce que tu vas accepter? Il dit, je suis mourant. Personne ne me regarde. Si je bois dans un gobelet, personne ne touche. Je me lave dans un seau, personne ne touche. Et c'est justement pour lutter contre ces rejets que l'INFAS a décidé de sensibiliser les futurs agents de santé. La vision de cette conférence, c'est de sensibiliser les agents de santé que nous sommes en charge de former. C'est eux qui vont aller dans les hôpitaux. C'est eux qui seront chargés de dépister les patients. Et c'est eux encore qui seront chargés de tenir le secret professionnel. Donc l'information, sinon la sensibilisation et la répétition étant pédagogique, nous trouvons là l'occasion de toujours leur rappeler qu'il faut toujours protéger les droits humains. Le sida ne tue plus, ou du moins tue moins. Cependant, la maladie résiste toujours. L'acteur majeur de santé oculaire en Afrique, l'APER, a posé ses valises à l'école primaire Nyangon Lokwa de Yopougon à Abidjan pour une campagne de dépistage oculaire. En collaboration avec la fondation BOA, cette campagne vise à dépister les problèmes de vue des enfants afin de les accompagner dans la prise en charge de leur traitement pour favoriser de meilleurs résultats scolaires. Le reportage de Sandrine Kwame et Doumbia Ayuba.
Obstacle à l'apprentissage, les problèmes de vue constituent l'une des premières causes de l'échec scolaire. Pour pallier à cet obstacle, l'opticien Lapère veut apporter sa touche d'aide aux élèves de l'école primaire Lokwa Nyongon. Les lunettes réduisent de 44% le risque d'échec scolaire. Alors, nous, Lapère, nous avons jugé important, voire nécessaire, d'accompagner la Fondation BOA sur ses différentes actions sociales. Comme vous le savez, la vue, c'est la vie. Et la vie commence par les enfants. Donc il est très important pour nous de passer d'abord, de débuter par les enfants. C'est pourquoi nous sommes là, permettre à tous ces enfants-là de pouvoir se faire dépister et pouvoir permettre à apporter une correction visuelle si possible, s'ils développent peut-être des défauts visuels ou des amétropies, leur apporter cette correction. Le message que je peux adresser aux parents, moi en tant que technicien, c'est de faire dépister très tôt les enfants. L'opticien Lapère pose ses actions de dépistage oculaire en partenariat avec la Fondation Bank of Africa. L'objectif de cette opération est de permettre d'améliorer l'apprentissage des enfants et d'augmenter la réussite scolaire des élèves. Permettre aux enfants qui ont des troubles visuels d'avoir des lunettes correctrices et leur permettre d'être plus performants à l'école. Les responsables de l'école ont salué cette initiative de l'opticien Lapère et la Fondation Bank of Africa. C'est une très bonne initiative de la part de BOA qui déjà, auparavant, il y a déjà 2 ans, presque 3 ans de cela, avait réhabilité notre école. Et encore aujourd'hui, ils viennent mettre encore la cerise sur le gâteau en nous offrant des services ophtalmologiques gratuits. Pour rappel, l'opticien Lapère a déjà mené en partenariat avec la Fondation Bank of Africa des campagnes oculaires dans plusieurs pays, notamment au Burkina et au Bénin. Toute autre information à présent, pour rendre hommage aux mamans à travers leur art culinaire et faire renaître les souvenirs d'enfance, le festival Les Goûters de mon enfance 6e édition a été célébré au Palais de la Culture à Abidjan. En présence de plusieurs invités, cette initiative met tout le monde d'accord et leur permet de revivre ce qu'ils ont vécu il y a de cela plusieurs années. Alan Itoua. C'est avec une danse thématique que tout a commencé. Le festival Les Goûters de mon enfance a réussi à faire renaître les souvenirs d'enfance à tous les participants, commençant par les organisateurs de cette cérémonie culturelle qui affirment que c'était le but principal de cette 6e édition. Au-delà de la visibilité des goûters, il faut dire qu'il s'agit d'un pan d'activité économique, puisque ce sont des moments le plus souvent qui exercent cette activité et elles ont appris de génération en génération. Donc activités des goûters qui ne sont plus visibles, donc ce sont des pans des métiers qui disparaissent et c'est un pan donc de la culture culinaire aussi qui disparaît. Le festival Les Goûters de mon enfance est vraiment génial pour nous qui avons eu la chance de faire le village. Et les enfants aujourd'hui, ils sont en ville. Ils n'ont pas pris connaissance de nos traditions, de nos cultures. Et donc c'est l'occasion de valoriser nos cultures, en même temps montrer à nos enfants de pouvoir pérenniser cette culture que nous avons. Les principales concernées dans cette activité, qui sont les enfants déguisés au dessin de leur choix, expriment leur joie pour cette cérémonie et leur gratitude aux parents. Je suis là pour célébrer un truc que j'aime bien faire. Moi, je remercie mon père parce qu'il a fait que je puisse venir ici. Et j'aime bien le goûter d'enfance. J'ai goûté aux chips. Je suis allée, j'ai joué. Cette cérémonie qui a pour objectif de faire renaître les mets traditionnels après le tour de dégustation par les participants s'est clôturée par une remise de diplôme aux propriétaires des stands. Poursuivons ce journal en musique urbaine. Une conférence de presse a été prononcée dans la commune de Cocody. Les conférenciers étaient les promoteurs du Mave Africa Festival qui se déroule à Abidjan. Ils sont venus annoncer les couleurs, les motivations et les innovations de ce festival. Philippe Zabo et Tima Traoré. Les noctambules, les amateurs de bonne chair et surtout les mélomanes d'Abidjan seront bien servis les 27 et 28 décembre au Move Africa Festival. Ils auront pendant ces 2 jours sur le même podium des artistes de renom tels que José, De Bordeaux, Kifno Beat,
Diamonds Platinum, entre autres. Les promoteurs de Movers Africa Festival ont mis les petits plats dans les grands pour que les festivaliers passent une bonne fin d'année. Donc ça va faire la 3e édition, donc niveau sécurité on n'a jamais eu de problème. En termes de mobilisation, on réunit à peu près 10 000 personnes chaque jour, donc je ne pense pas que cette année sera un problème, mais en tout cas la sécurité est garantie. Donc retrouvez-nous pour voir les artistes locaux et internationaux. Cette année, le thème c'est vraiment de redécouvrir la culture africaine. C'est vrai qu'on fait venir des artistes étrangers qui sont internationaux, mais c'est vraiment la redécouverte de notre culture avec tout le line-up que vous avez pu voir. On a vraiment appris des quelques petites erreurs qu'on a pu avoir les années précédentes et cette année on va vraiment faire le maximum pour que l'expérience du festivalier soit vraiment optimale. Le Mover Africa Festival attend environ 10 000 personnes. Des restaurants et expositions artisanales fashion attendent le public. La discipline sportive nous intéresse. La finale du tournoi de football organisé par la Fédération ivoirienne de football corporative s'annonce à grands pas. Les deux prétendants à la coupe sont connus. Il s'agit de l'équipe de la BOA et celle de Filtisac. D'un côté, les triples champions de la Supercoupe interbancaire ont battu en match amical leur dernier adversaire. Une rencontre comptant pour leur préparation. Et de l'autre, l'équipe de Filtisac mise sur des entraînements intenses en vue de se donner les chances de remporter ce tournoi. Anja Sémian et Fulgence Canon ont suivi les équipes sur le rectangle vert avant le coup d'envoi le 7 décembre prochain. Sous un soleil de plomb, l'équipe sportive de la Bank of Africa a affronté le centre de formation Cocody Football Club dans un match amical disputé ce week-end. Dès les 30 premières minutes, la BOA a pris une avance décisive, inscrivant 2-0 face à son adversaire. Ce match s'inscrivait dans le cadre de la préparation pour le tournoi de football corporatif. Ce tournoi mettra aux prises 3 équipes dans des rencontres en 2 mi-temps de 20 minutes. De mettre ensemble, ça va. Je pense qu'on peut quand même dire un mot lors de ce tournoi-là. C'est vrai que ceux qu'on va croiser, ce n'est pas des manchots. Voilà, ils savent aussi jouer. Mais nous, on a nos qualités, on a notre passé, on a nos performances, on a nos titres qu'on a remportés déjà. Et voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme expérience, n'est-ce pas, on pourrait faire quelque chose quand même. Nous sommes les super champions du tournoi interbancaire. Voilà, c'est comme ça que nous venons pour ce samedi 7-là affronter d'autres équipes autres que des banquiers, voilà, pour voir notre niveau sur le plan national. Match amical de préparation remporté haut les mains, mais sur un autre rectangle vert, l'adversaire peaufine sa tactique. Nous sommes sur le terrain du Filtisac. Ici, l'équipe locale se prépare différemment. Vitesse, endurance et même la conservation sont passés au peigne fin. Comme quoi, les champions au titre ne comptent pas dormir sur leur laurier. On pense qu'on est tous dans la même logique, c'est de pouvoir respecter les directives, respecter le football, respecter les adversaires et puis avoir plus envie que les autres. Je pense que c'est ce qui va faire la différence entre nous et puis les autres. Bon, ce qui va jouer en notre faveur, d'abord, on joue à domicile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes suffisamment outillés parce que nous avons à nos côtés des éminents coachs qui sont là. Après 3 heures d'entraînement pour ce jour, l'équipe de Filtisac se dit aussi prête à livrer bataille contre la BOA le 7 décembre 2024 autour du ballon rond. On parle toujours de discipline sportive. Après 5 ans de suspension, les matchs interprofessionnels des assureurs font leur grand retour. Ce samedi 30 novembre, au complexe de Trècheville-Biafra, Sounou s'est imposé en finale face à Lidoué sur un score serré de 3-2. Une rencontre riche en émotions et en fair-play. 3-2. Le score final en faveur de Sounou Assurance, vainqueur face à Lidoué, samedi 30 novembre, complexe sportif de Trècheville-Biafra, la finale du tournoi de football initié par l'Association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire, Azassi. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous félicitons les 2 équipes finalistes et surtout le vainqueur. Au départ, 16 équipes à s'affronter, puis la victoire à Sounou
dans une ambiance de suspense et d'émotion. Mon équipe a malheureusement perdu, mais l'ambiance est très bonne. Nous sommes très heureux d'être arrivés en finale pour une première participation. Tout le monde est content. L'essentiel, c'était ça. C'était de se retrouver vente assureur pour célébrer la fraternité à travers le sport. Ça faisait 5 ans que le tournoi ne s'était pas tenu et donc nous sommes particulièrement heureux de revoir nos collaborateurs. L'équipe de Sounou a remporté brillamment ce tournoi. Je tiens à les féliciter et je tiens également à féliciter les collaborateurs de Leadway Assurance. Une action bien réussie de l'Asaci qui vise à promouvoir la coopération entre les acteurs du secteur pour renforcer l'efficacité et la compétitivité des compagnies d'assurance. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé les crédits budgétaires du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présentés par sa première responsable Anne-Désirée Ouloto, mercredi 4 décembre. D'un montant de 45,599 milliards de francs CFA. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, ce budget repose sur 3 programmes, à savoir l'administration générale, la fonction publique et la modernisation de l'administration. Après son passage devant les députés en novembre dernier, ce mercredi 4 décembre, Anne-Désirée Ouloto était devant les sénateurs pour défendre le budget de son département ministériel de l'année 2025, estimé à 45 milliards 599 millions 372 669 francs CFA. Devant les sénateurs, la ministre a exposé les actions prioritaires à mener et celles concernant la poursuite du dialogue social avec les centrales syndicales. Ce budget repose sur 3 programmes, à savoir l'administration générale, la fonction publique et la modernisation de l'administration, incluant la continuation de l'implémentation de la signature électronique dans la délivrance des actes administratifs, l'enquête nationale annuelle sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients. Il s'agit pour la fonction publique de Côte d'Ivoire de faire en sorte que nous soyons le pilier d'une administration publique forte, d'une administration publique moderne, performante, efficace, qui agit avec célérité. Et c'est pour bien organiser, bien structurer toutes ces ambitions que nous avons également proposé un budget ambitieux, mais un budget réaliste qui prenne en charge donc les grandes contraintes du gouvernement. Les explications détaillées fournies par l'émissaire du gouvernement ont convaincu les membres de la KEF qui ont approuvé à l'unanimité le budget 2025 du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce temps d'information s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.